Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur l'échiquier international. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se sont donc réunis ce jeudi à la capitale ghanéenne Accra. Une réunion qui se prolongera jusqu'à demain. Ensemble, ils sont censés trouver la formule magique qui permettra à la CEDEAO de déployer des troupes au Niger contre vents et marées pour rétablir, selon les propos du président du Nigeria et de la CEDEAO, Bola Tinubu, l'ordre constitutionnel et remettre le président Bazoum au pouvoir. Poussé par la Côte d'Ivoire, entre autres cette même CEDEAO qui avait décidé la semaine dernière d'activer une force en attente après avoir annoncé vouloir prioriser le dialogue et les solutions pacifiques dans un premier temps. Un double discours qui résonne faux, tant les fausses notes s'accumulent dans la partition que veut jouer la CEDEAO au Niger. Sur quoi peut aboutir la réunion des chefs militaires de la CEDEAO à Accra? Nous en parlons sur l'échiquier international avec nos invités juste après ça. Pour débattre de ce sujet ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir depuis la capitale nigérienne, justement, Niamey, Abdulkarim Mahamadou. Vous êtes journaliste indépendant et correspondant de la chaîne de radio algérienne Ifriqiya FM. Merci d'être avec nous encore une fois. Bonsoir. Merci. Et depuis Genève, le docteur professeur Riyad Seydaoui, politologue et directeur du CARAPS, Centre arabe d'études politiques et sociales, sera également parmi nous. Bonsoir professeur. Bonsoir. Avant de commencer le débat avec vous, professeur Riyad Seydaoui, justement, écoutons les déclarations de Abdel Fatou Moussa, commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques. Il s'exprimait justement aujourd'hui en ouverture de la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Accra. Ils prétendent, vous savez, qu'ils sont prêts pour des pourparlers, mais alors, même qu'ils nous disent qu'ils sont prêts pour des pourparlers, ils cherchent des raisons pour justifier un coup d'État injustifiable. Ce qu'ils oublient, c'est que la CEDEAO est une organisation fondée sur des règles. Nous avons nos protocoles, nous avons nos normes et nous sommes prêts à les protéger. C'est pourquoi les chefs d'État disent que si les choses se gâtent, nous allons au Niger avec notre propre contingent. Nous y allons avec nos propres ressources et pour nous assurer que nous rétablissons l'ordre constitutionnel. Commençons plutôt avec vous, Abdulkarim Mahamadou, puisque vous vous trouvez à Niamey. Parlez-nous encore une fois de la situation dans la capitale du Niger. Comment les choses se passent, comment la vie au quotidien se passe, notamment cette journée où les chefs d'état-major de la CEDEAO tenaient leur fameuse réunion au Ghana. Oui, cette journée, même si elle a un calme apparent, la situation est très tendue puisque les Nigériens aujourd'hui ont les oreilles tendues vers Accra, au Ghana, où se tient donc la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO qui doit fixer en tout cas les stratégies ou ce qu'il faut faire pour intervenir militairement au cas où la diplomatie ne marchera pas. Et on l'a entendu tout de suite avec le commissaire de la CEDEAO. Il veut dire que, c'est-à-dire que la force en attente de la CEDEAO, elle est prête aujourd'hui à intervenir militairement pour restaurer l'ordre constitutionnel normal, notamment le président Bazoum sur son fauteuil. Eh bien, les Nigériens, ils sont là, ils attendent de voir un peu demain quelle va être la décision finale. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la junte, elle, de son côté, en tout cas, au cas où les négociations n'aboutissent pas, même si elle a affiché en tout cas sa détermination à aller vers un dialogue, elle est aussi prête notamment à faire face à une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO. Seulement aujourd'hui, les Nigériens se demandent pourquoi cet extrémisme, pourquoi aller à telle intervention. Est-ce que la CEDEAO a un seul instant mesuré les conséquences qui pourraient en découler une telle intervention, non pas seulement pour le Niger, mais pour la région du Sahel et au-delà pour l'Afrique de l'Ouest. Très bien, merci Abdulkarim Mahamadou. Professeur Seydaoui, justement, est-ce que les menaces de la CEDEAO sont crédibles? Tout d'abord, moi je pense que la CEDEAO actuellement est poussée notamment par la France
il y a des États qui travaillent pour le sol de la France plus que pour l'intérêt de l'Afrique. Mais il faut bien signaler que n'importe quelle intervention militaire au Niger de la CEDEAO est considérée comme une violation flagrante du droit international. Il y a une négligence totale, silence radio à propos du droit international et du Conseil de sécurité et du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Parce que toute intervention militaire dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou peu importe, doit passer par une résolution au sein du Conseil de sécurité en activant, en appliquant le chapitre 7 de la charte de l'ONU qui permet à une coalition militaire d'intervenir quand la paix mondiale est menacée. Au cas où la paix mondiale est menacée, on peut intervenir. Et les chancelleries occidentales, Paris, Londres, Washington, souvent sont très, très enthousiastes vis-à-vis du Conseil de sécurité et ses résolutions quand il s'agit de monde arabe, de Tripoli en 2011. Mais aujourd'hui, silence radio, on ne parle pas du Conseil de sécurité, on ne parle pas de l'ONU, on ne parle pas du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça sera s'il y a une intervention, c'est une intervention illégale, illégitime, qui ne respecte pas le droit international. Et ce ne sera pas la première en Afrique, justement, Abdulkarim Mahamadou. Comment le Niger, vous avez parlé justement des militaires qui, eux aussi, tendaient l'oreille vers Ghana, comment compte-t-il se défendre en cas d'une intervention militaire? Et qui sont les alliés de ces militaires, mis à part le Burkina et le Mali, qui se sont à maintes reprises, plutôt ont affiché à maintes reprises leur soutien conditionnel aux militaires ayant pris le pouvoir au Mali, au Niger, pardon. Alors, au Niger, le principal soutien des militaires, au-delà du Burkina et du Mali, comme vous l'avez dit, ils ont un soutien, en tout cas de certains pays, même si le soutien n'est pas militaire, quand même, ils sont de tout cœur avec le Niger. Et il y a surtout le soutien populaire. La population nigérienne aujourd'hui, et notamment à Niamey, où les gens sont prêts à être des boucliers humains, ils sont prêts à se constituer en brigade de sauvegarde de la patrie. On a vu aujourd'hui donc que des appels à l'enrôlement, en tout cas où on appelle les jeunes à partir de 18 ans de bien vouloir s'enrôler pour défendre la patrie. Donc voilà un principal soutien des militaires. Et ils sont sur le qui-vive, parce que selon les informations qui nous viennent un peu de l'intérieur du pays, notamment sur certaines frontières, telles que les frontières Bénin, par exemple, certaines informations font état d'un déploiement des militaires nigériens sur certaines frontières avec le Bénin, notamment à Malanville, et notamment au niveau de la Tapoa aussi, parce que c'est avec le Bénin. Il y a aussi sur les frontières du Nigeria, à Kamba, à Koni, et un peu partout. Donc les militaires sont en alerte, ils sont sur le qui-vive, même si aujourd'hui, stratégiquement, en tout cas selon certains experts, s'il doit y avoir intervention, ce sera par les airs et non par la route. Voilà. Donc, mais les Nigériens, en tout cas, ils sont sur les... Ça veut dire qu'il n'y aura pas de troupes déployées au Niger, si je comprends votre raisonnement. Mais la CEDEAO est prête à déployer des troupes. On a entendu que le Sénégal aujourd'hui a prêté ses troupes. Oui, on va en parler du Sénégal, oui. À décoller pour rejoindre la base militaire française qui est au Gabon et d'autres troupes aussi, le Bénin et tout. En tout cas, par la route, les Nigériens sont très dubitatifs. Il doit y avoir intervention, ça doit être par les... Professeur Sidaoui, vous avez parlé du Conseil de sécurité, à juste titre d'ailleurs, vous avez évoqué le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur les interventions militaires dans le monde, mais il y a aussi l'Union africaine qui s'est clairement positionnée contre l'intervention militaire. Washington, Alger, d'autres capitales ont à maintes reprises également déclaré la même chose. Pourquoi la CEDEAO s'obstine-t-elle à brandir cette menace et à ignorer ces appels à la raison, au dialogue et à la diplomatie? Bon, évidemment, pas tous les États. Il y a une divergence au sein de la CEDEAO. Pas tous les pays sont enthousiastes pour une intervention militaire. La dernière déclaration, c'est du président tchadien, parce que le premier ministre nigérien a été en Tchad. Donc, ils ont dit, pas question que les forces armées tchadiennes interviennent au Niger.
Et moi, j'ai devant moi la carte du Niger. Elle est entourée par le Burkina Faso ne veut pas, est contre toute intervention, le Mali, l'Algérie, la Libye, le Tchad. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bénin, Côte d'Ivoire, est poussée par la France. Nous savons bien les relations étroites entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc, la majorité des pays voisins, que ce qui se passe au Niger les concerne directement, parce qu'ils ont des frontières avec, sont contre cette intervention militaire. Et évidemment, Washington aussi n'est pas enthousiaste. L'Union africaine était claire. Alors, qu'est-ce qu'il reste? À mon avis, c'est la France, c'est Paris qui se voit en train de perdre toute l'Afrique après le Burkina Faso, le Mali, la République centrafricaine et avant tout le Rwanda. Aujourd'hui, ne veut pas perdre cette mine d'or, cette mine d'uranium, ne veut pas perdre ses intérêts d'uranium au Niger, ni plus ni moins. Mais depuis quand on compose des armées et on prépare des armées afin d'installer une démocratie par le biais des chars? On a vu le modèle libyen en 2011. L'OTAN est intervenu, soi-disant pour la liberté et la démocratie. Ils ont cassé l'État libyen, l'armée libyenne, et le peuple libyen est en train de souffrir jusqu'à nos jours. 11 ans ou 12 ans de souffrance pour cette fameuse intervention pour la démocratie. La même chose, Freedom pour l'Irak. Donc, il y a toujours les intérêts. Cherchons les intérêts, loin des valeurs, des principes et des démocraties. Et plus que tout ça, on a la population du Niger. Moi, je vois des manifestants en faveur du conseil militaire qui hissent le drapeau russe et qui brûlent le drapeau français. C'est révélateur. Donc, je vois la population du Niger ne se révolte pas afin de voir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Non, je vois le contraire. Donc, pourquoi on intervient? Il y a aussi un principe de la charte de l'ONU, c'est le droit des peuples de l'autodétermination. Ça veut dire ce qui se passe dans ce pays, c'est une dynamique interne. Aucun État étranger n'a le droit d'intervenir, et surtout directement et par le biais de la force militaire, dans cette dynamique. Très bien. Abdulkarim Mahamadou, alors, chef religieux et responsable politique du nord du Nigeria, on n'en a pas parlé, du Nigeria déploie des efforts considérables pour parvenir à une résolution diplomatique de la crise au Niger. Ils espèrent parvenir ainsi, plutôt prévenir une intervention militaire de la CEDEAO aux conséquences potentiellement désastreuses pour leur région, sachant que le nord du Nigeria est mitoyen du Niger. Que pense-t-on de cela à Niamey, de ce soutien en quelque sorte exprimé par un pays au demeurant frère? Oui, le Nigeria et le Niger, notamment le nord Nigeria et le sud du Niger, ce sont des communautés qui se ressemblent. Ce sont les mêmes familles. Ils ont des liens séculaires. Donc, toucher le Nigeria, c'est comme toucher le Niger. Toucher le Niger, c'est comme toucher le Nigeria. Il y a en son temps un artiste nigérien qui a chanté, d'ailleurs, pour les deux pays en disant que le Niger et le Nigeria sont des jumeaux. Donc, toucher au Niger, c'est toucher au Niger. Voilà pourquoi aujourd'hui les leaders religieux du Nigeria sont venus ici pour voir un peu avec les autorités, les nouvelles autorités, quelles sont les solutions à privilégier, notamment pour trouver une solution heureuse à cette situation-là, pour une issue pacifique. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est la voie diplomatique. Mais on ne comprend pas pourquoi le CEDEAO s'entête vraiment à intervenir militairement. Et tout à l'heure, le professeur, ce qu'il a dit, c'est un secret de polichinelle. C'est des questions géostratégiques, c'est des questions d'intérêt et ce ne sont que les intérêts de la France aujourd'hui qui a des vallées dans la région ouest-africaine. Il y a le président Ouattara, excusez-moi, je n'aime pas indexer les gens, il y a le président sénégalais. Pourquoi tout cela? Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, si le Niger s'embrase, on risque d'avoir un deuxième Libye dans la région. Et aujourd'hui, avec le Nord Mali, on a les djihadistes qui sont là, qui sont aux portes de Niamey. Niamey est la capitale la plus proche des zones des terroristes. Alors, si Niamey s'embrase, ce sera un sanctuaire aujourd'hui. Talon ne le sait pas peut-être, mais il y a des djihadistes chez lui qui sont en train d'attaquer. Ils vont sanctuariser toute la zone, notamment
du Sahel, de la zone des trois frontières du Sahel jusqu'au golfe de Guinée, ce qui va toucher le Bénin, ce qui va toucher le Togo et même la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, il n'y a pas intérêt, si ce n'est pas qu'aujourd'hui, il y a des intérêts de certains pays occidentaux tels que la France qui sont en train de défendre. Moi, je ne vois pas un autre problème, je ne vois pas un autre intérêt, en tout cas, en dehors de cela. C'est des intérêts de la France qui sont en jeu, c'est cela que les gens veulent défendre et rien d'autre. Professeur Sidaoui, justement, Mahamadou Abdelkarim vient de parler de terrorisme à juste titre et l'on constate que depuis le déclenchement de cette crise le 26 juillet dernier au Niger, l'on entend parler de mouvements, de groupes terroristes ici et là, dans les alentours, dans la région Sahel. Comment expliquer cette concomitance des événements ? Je m'appuie sur les déclarations du Conseil militaire du Niger. Ils ont dit que les forces militaires françaises qui sont présentes sur le sol de Niger, ils ont attaqué une base, puis ils ont libéré d'une prison des djihadistes africains, terroristes, et les ont libérés. Oui, rappelons qu'il y a eu un démenti du Quai d'Orsay, juste pour rappel. Démenti, oui. Ça reste un démenti des Quai d'Orsay. Et pas uniquement Burkina Faso, aussi le Burkina Faso, les nouveaux chefs de Burkina Faso, ils ont accusé la France de soutenir les terroristes, les djihadistes dans la région. Et pas uniquement le Burkina Faso ou le Niger, le Mali aussi. Les chefs militaires du Mali, ils ont accusé officiellement la France de soutenir des éléments terroristes dans la région. Et ce n'est pas nouveau. L'instrumentalisation du terrorisme, ce n'est pas nouveau. Personnellement, j'ai publié 2 bouquins en français et en arabe sur Daesh, Al-Qaïda, etc. Et j'ai bien expliqué qu'il s'agit d'une instrumentalisation mondiale. Les grandes puissances, ils utilisent ces forces afin de déstabiliser les États qui ne sont pas en harmonie avec leur politique internationale. Dès qu'un État se rebelle contre des directives de Paris ou de Washington, alors là, on fait bouger les éléments terroristes. Donc, on a 3 déclarations que le Quai d'Orsay démentit ou accepte. Évidemment, ils vont mentir, mais on a 3 déclarations officielles de la part du gouvernement de Burkina Faso, de Mali et du Niger que la France soutient et alimente et arme les terroristes djihadistes dans la région. Très bien, professeur Abdelkarim Mahamadou. Alors, dans une lettre adressée, justement, une lettre qui va s'afficher d'ailleurs sur votre écran, adressée au président sénégalais Macky Sall, un député a tenté de lui rappeler que toute autorisation de déclaration de guerre est une prérogative au Sénégal qui est au demeurant exclusive au Parlement. Comment avoir de la crédibilité pour établir un ordre constitutionnel dans un pays étranger et le violer dans le même temps chez soi ? Oui, c'est tout le paradoxe et on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui la CEDEAO justement s'entête à vouloir s'en prendre au Niger. Et il est parvenu et il est là à vouloir violer la Constitution, à emprisonner des opposants pour se maintenir au pouvoir. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui cette politique de 2 poids 2 mesures. C'est le cas en Côte d'Ivoire, par exemple, avec Alassane Ouattara, qui a violé la Constitution, qui a fait un coup de... qui a orchestré. Oui. Oh, on a un problème de correction. Allez-y, on vous entend de nouveau, Abdelkarim. Il semblerait un problème de liaison. Nous allons de suite tenter de joindre Abdelkarim Mahamadou. Je vous repose la même question, professeur Sidaoui. Ce double discours, imposer un ordre constitutionnel dans un pays, le violer chez soi, est-ce au demeurant logique ? Évidemment, il n'y a aucune logique. C'est la continuité. Comme j'ai dit, dès qu'il y a des intérêts menacés des puissances occidentales, notamment la France, dans le cas de Niger, il faut mobiliser tout, la mobilisation totale, évidemment, des gouvernements que eux-mêmes ne sont pas légitimes, qui sont venus par le biais de la force militaire, aujourd'hui se présentent comme des donneurs de leçons de démocratie à un gouvernement apparemment populaire, ce qu'on voit, en tout cas ce qu'on voit avec les images. Donc, il y a une hypocrisie totale. Oui, mais qui n'a pas été élu, professeur, ce gouvernement.
les élections, il y a ce que nous appelons révolution, coup d'État, des élections. Les élections, ce n'est pas la lampe d'Aladin qui va résoudre les problèmes des pays africains. On a vu qu'en Libye, il y a eu des élections en 2014, ces élections, où les résultats de ces élections ont déclenché une guerre civile. Non, chaque pays a sa propre dynamique interne. Sociologiquement parlant, chaque pays, il se gouverne comme il veut. C'est contre la charte de l'ONU, contre le droit international, d'intervenir et de changer un régime par la force de l'extérieur. Ça, c'est bien marqué sur la charte internationale. Et comme je l'ai dit, la grande preuve, c'est on néglige, comme s'il n'existe pas le Conseil de sécurité. Pourquoi? Nous savons bien pourquoi la France ne parle pas du Conseil de sécurité ou n'a pas présenté une résolution au sein du Conseil de sécurité. Parce qu'elle serait rejetée immédiatement. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de l'usage du droit de veto, que ce soit de la Chine et de la Russie. Ils ont peur qu'on bloque cette résolution. Donc, il faut négliger le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, comme ils ont fait les Américains, les Britanniques, les Espagnols, les Italiens en 2003, puisqu'il y a une menace russe, même française à l'époque, d'utiliser le droit de veto. Allez, on va faire une coalition, on entre, c'est la loi du plus fort. On va entrer, on va libérer l'Irak, et là, on parle freedom for the Iraq. Donc, c'est une hypocrisie totale ce qui se passe au sein de la CEDEAO. C'est une hypocrisie totale. Malheureusement, certaines chancelleries, certains États sont téléguidés par la France. Même les Américains, ils ont pris une distance. Et comme j'ai dit, on néglige le droit international, c'est comme s'il n'existe pas. Professeur, nous restons avec vous parce qu'on a un peu de mal à joindre Abdulkarim Mahamadou qui, on le rappelle, se trouve à Niamey où les conditions peut-être, on peut l'imaginer, sont un peu difficiles actuellement. Alors, est-ce que la CEDEAO, professeur, a réellement les moyens de ses ambitions Où est-ce que ce sera Oui, professeur. C'est une très bonne question parce que j'ai fait une analyse sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo, j'ai les chiffres. À part l'armée nigérienne qui se compose de plus que 200 000 hommes, le reste de ces États, ils ont des armées qui se composent entre 10 000 et 15 000 hommes. Oui, mais Ouattara parle de contingents ivoiriens, d'autres contingents sénégalais qui vont être déployés. D'où justement cette force militaire va venir Et au plan africain, si vraiment il n'y a pas une intervention française directe, au plan africain, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les moyens militairement. Ici, le Burkina Faso et le Mali qui ont menacé aussi d'intervenir militairement, on est dans le Niger. Et Wagner aussi, et je comprends moi les dirigeants actuels du Niger, s'ils sont encerclés partout, évidemment, ils vont chercher des alliances, soit Wagner ou autre. Donc, je vous repose la question autrement. Dans ce cas, est-ce que ce sera une autre guerre par procuration que se livreront des puissances étrangères dans la région du Sahel? Moi, je pense que le scénario possible, il va être planifié par la France. Ça veut dire intervenez vous militairement d'une façon symbolique, et nous, on finit le travail. Nous, on a les moyens, parce que la France a les moyens. La France a des bases militaires. Oui, naturellement. Voilà, donc la France a les moyens, les hélicoptères, les avions, les chasseurs, peut bombarder, etc. Donc, et la France ne veut pas se montrer que c'est elle qui veut changer la donne, et c'est elle qui est dérangée par le nouveau chef du Niger. Donc, on pousse ces pays africains, ces pays pauvres comme la Côte d'Ivoire, etc. Faites-vous symboliquement, disez c'est à votre nom, mais à votre nom aussi, on va détruire, on va utiliser nos armes de destruction massive, nos missiles, nos hélicoptères, nos chasseurs, etc. C'est un scénario très probable parce que techniquement, tous les experts militaires, ils ont dit non, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas facile. Parce que finalement, le gouvernement en Niger va armer la population. Ils ont fait un appel à tous les jeunes qui veulent porter d'armes. Ils vont distribuer les armes. Ce sera une guerre populaire, une guerre de guérilla. Et avec le soutien de Mali, Wagner, Burkina Faso, et en plus la mobilisation tribale aussi. On n'est pas dans une société occidentale, hein, on est dans des sociétés tribales. Avec la mobilisation tribale, évidemment, et on peut pas envahir le Niger. Ouais. Mais je pense que si le scénario français, c'est on compte plus sur les forces françaises que les forces africaines.
Très bien, professeur. Merci. Votre franchise, comme d'habitude, ne laisse aucune place au doute. Merci également à Abdulkarim Mahamadou, qui était en direct avec nous depuis Niamey au Niger et que l'on a perdu au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Passez une excellente soirée sur Al 24 News. À demain.